Vision et pragmatisme pour sortir le Burkina Faso de l'ornière. Le MFD, le mouvement des forces démocratiques, a lancé officiellement ses activités ce week-end à Koudougou. Au ministère des Droits humains, les agents cherchent du travail. 4 mois après la création de ce département, rien ne fonctionne. Pas de secrétaire général, pas de directeur de cabinet. Le syndicat national du personnel des droits humains est inquiet. De la lumière pour 21 localités du Burkina Faso, 130 millions de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement. C'est un engagement du président du Faso. Le programme d'électrification rurale est en marche. Bienvenue à tous. Cette brève pour commencer. Les avocats du Burkina Faso reconduisent leur grève pour 2 semaines à partir de demain mardi. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale tenue ce lundi. Ils annoncent par ailleurs un sit-in le lundi prochain devant l'AMACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Autre secteur en mouvement, la Poste, réunie à la Bourse du Travail ce matin, les travailleurs restent intransigeants. Ils réclament toujours le départ du directeur général de la société. Cela fait exactement 4 mois que le ministère en charge de la justice a été scindé en deux. La justice d'une part et les droits humains d'autre part. Le changement opéré par le Premier ministre Christophe Dabiré n'est toujours pas effectif. Le ministère des droits humains n'a ni de cabinet, ni de secrétaire général. Du coup, les travailleurs se rongent les pouces. Ils viennent au boulot sans savoir quoi faire. Fatigués de ces dysfonctionnements, le PDH, le syndicat national du personnel des droits humains, est sorti ce matin en conférence de presse pour dénoncer laxisme de l'autorité. Roméo Koïta. Cela fait désormais 4 mois que rien ne fonctionne normalement au ministère des droits humains depuis la scission avec le ministère de la Justice lors du dernier remaniement ministériel. Un ministre a été nommé, mais jusque-là, aucune structure d'appui n'est encore opérationnelle, notamment la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, la Direction des ressources humaines et celle de la communication et de la presse ministérielle, entre autres. C'est presque le chômage technique pour les agents du ministère. Le syndicat national du personnel des droits humains monte au créneau. On vient au service, mais on n'a rien à faire, puisqu'en fait, le ministère ne fonctionne pas. Les différentes structures n'étant pas mises en place, aucune structure ne fonctionne, et donc les gens se tournent les pouces dans les bureaux. Et pourtant, du côté du ministère de la Justice, tout est rentré dans l'ordre, indique le syndicat, qui pense alors que le problème viendrait de la ministre de tutelle. Soit il y a une incapacité de madame à diriger le ministère, soit il y a une mauvaise volonté donc de ne pas travailler. Puisque aujourd'hui, le cabinet de fait, je dis bien le cabinet de fait parce que à ce niveau, personne également n'a été nommé pour accompagner madame la ministre. Donc madame la ministre et son cabinet arrivent à effectuer des missions à l'étranger comme à l'intérieur du pays. Mais pour tout ce qui concerne les missions essentielles du ministère, rien ne se fait. Donc à ce niveau-là, nous demandons à ce que le ministère fonctionne. Ça ne saurait se résumer donc à des missions et à certaines audiences avec des OSC, des organisations de la société civile. Par esprit de solidarité, ce sont leurs ex-collaborateurs du ministère de la Justice qui continuent de traiter certains dossiers du ministère en charge des droits humains. Finalement, le SINAPDH pense que le ministère n'existe désormais que de nom. La preuve, c'est le silence de ses premiers responsables sur les événements de Quai où les FDS ont été accusés d'atteinte aux droits humains. La lutte contre l'insécurité ne peut pas se faire en dehors des droits humains. Et notre ministère doit jouer un rôle. Alors vous avez remarqué que depuis ces temps, les OSC ont fait des déclarations, la CNDH en a fait, mais au niveau du ministère, c'est silence radio. On se demande si vraiment la ministre veut travailler pour les droits humains. C'est très inquiétant. Depuis 4 mois, le ministère est resté à l'écart. Le syndicat se dit donc déboussolé et inquiet par la démarche du ministre. Il interpelle le chef du gouvernement à se pencher sur la situation. Si rien n'est fait, Salfo Gouba et ses camarades se réservent le droit d'user de tous les moyens à leur disposition pour faire changer la donne.
Les condoléances et la solidarité de la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Condoléances et solidarité pour l'attaque d'hier qui a fait 6 morts, dont un prêtre célébrant. Le président de la commission de la CEDEAO était ce matin au palais présidentiel. On l'écoute. Nous avons commencé par présenter nos condoléances aux autorités, au peuple et au gouvernement de Burkina Faso pour l'attaque qui a eu lieu hier et qui a occasionné, qui a entraîné la mort de 6 personnes, dont un prêtre. Et cela intervient pratiquement presque une semaine après l'opération qui a permis donc de livrer des otages, mais surtout qui a entraîné également mort d'hommes. Donc ça a été l'occasion pour apporter notre compassion, marquer la solidarité de la CEDEAO à l'égard du Burkina qui subit beaucoup de pression, et marquer tout notre engagement à travailler avec le Burkina, à accompagner le Burkina donc, dans la lutte contre l'extrémisme, contre le terrorisme et tout ce qui est lié à des activités de déstabilisation. Donc ça a été un message que nous avons donc partagé avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons évoqué également d'autres points, comme je l'ai dit à l'entame, des questions liées à l'intégration régionale, puisque nous avons la construction qui est en cours, malgré toutes ces questions. Bien sûr, les questions de sécurité et de terrorisme sont aujourd'hui devenues un des éléments essentiels, clés, parce que tant qu'il y a cette instabilité, il est difficile d'avancer vers les questions de développement et d'intégration régionale. Donc, nous avons évoqué donc, cette question qui a une dimension régionale et qui fait suite à plusieurs rencontres qui ont eu lieu déjà donc, sur les questions de sécurité. Nous avons évoqué les questions d'intégration, comme je dis, économique, les questions commerciales, les questions qui sont liées à la libre circulation des biens, qui est un élément essentiel de notre processus d'intégration régionale. Nous avons bien sûr évoqué également toutes les questions qui ont une dimension humanitaire, les questions qui ont une dimension financière, donc dans le cadre donc, de notre processus d'intégration, évidemment tous les aspects dans la région qui concourent au renforcement de notre communauté. Toujours au palais présidentiel, cet après-midi, c'est le comité interparlementaire du G5 Sahel qui a été reçu en audience. Ces parlementaires ont tenu à Ouagadougou leur première assemblée générale. Ce sont les conclusions de cette rencontre qui ont été présentées au président du Faso. Et vous vous souviendrez également que le président du Faso est le président actuel du G5 Sahel. Et donc nous sommes venus nous faire le point de ce que nous avons en tout cas obtenu auprès naturellement des experts qui ont travaillé 48 heures durant afin que nous puissions parvenir à certaines conclusions. En ce qui concerne les conclusions, naturellement, nous avons mis en place les commissions du CIP G5 Sahel. Nous nous sommes appropriés également les textes et nous avons également procédé à la désignation du pays qui devrait pouvoir fournir au CIP un secrétaire exécutif. Et vous savez très bien que le siège du secrétariat exécutif se trouve au Niger. Le président de l'Assemblée nationale du Niger a bien voulu en tout cas nous octroyer un siège et donc il nous revenait également de pourvoir à ce poste-là. Pour relever les défis du moment, le MFD, le mouvement des forces démocratiques, est né. Il veut allier vision et solutions pragmatiques. Le mouvement, qui n'est ni de l'opposition ni de la majorité, a lancé officiellement ses activités hier à Koudougou. Alfred Thuy. C'est lui qui a la lourde responsabilité de président désigné de son parti. Constant Yameogo est le président du MFD, le mouvement des forces démocratiques, un nouveau parti politique. Le mouvement des forces démocratiques se veut un parti moderne qui rassemble les démocrates de toutes les communautés nationales, de toutes les religions du pays, de toutes les conditions sociales et de tous les âges. Le MFD se réclame de la social-démocratie. Il est né de la volonté de ses fondateurs d'apporter des réponses aux problèmes des Burkinabés. Vision et solutions pragmatiques, des leviers pour aboutir à des résultats probants. Le MFD ambitionne d'incarner un projet de société pour un Burkina différent,
dans lequel se reconnaissent nos compatriotes afin de susciter de la part de tous l'effort national nécessaire pour faire émerger un état de droit souverain et unitaire, arracher les racines du sous-développement et assurer la réconciliation et la concorde nationale. Rigueur, intégrité, optimisme, le MFD se veut le parti fédérateur de toutes les compétences pour conduire le navire battant pavillon Burkina à bon port. Si toutes les filles et fils de mon pays, le pays des hommes intègres, se mobilisent pour ces combats, nous parviendrons car notre pays a des atouts non négligeables, en particulier sa population jeune, disponible, dynamique et ouverte sur le monde. Je voudrais finir par une citation du philosophe Gaston Bachelard qui disait ceci: « L'avenir, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est ce que nous allons faire. » Le mouvement des forces démocratiques n'est pour l'heure affilié à aucun parti politique. Il a été créé le 18 octobre 2018 et officiellement reconnu le 7 février 2019. Le lancement du parti ce 12 mai à Koudougou marque le début des activités du parti en vue des échéances électorales de 2020. L'un des défis économiques du Burkina Faso, c'est bien la relance de la production du coton. L'ambition est bien claire, que le pays retrouve sa place de leader dans ce domaine. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie, qui préside un comité de haut niveau sur la question, sillonne depuis quelques jours les zones cotonnières du pays. Les cotonculteurs rencontrés posent des préalables. Aminata Bagaya et Soto Justin Daviré. Relancer la filière coton au Burkina Faso, c'est l'une des préoccupations majeures des autorités burkinabées. Ce cas de concertation entre le comité de haut niveau pour la relance de la production de coton et les producteurs de coton de Bobo-Dioulasso a porté essentiellement sur les différentes décisions prises par le gouvernement lors de l'atelier sur la relance de la production du coton tenu en mars dernier. Nous repartons ici complètement satisfaits parce qu'on voit très bien que les réponses qu'on a commencé à apporter répondent aux préoccupations et les producteurs nous demandent de faire davantage. Nous avons aussi noté que la cohésion et la confiance revient au fur et à mesure parce que c'était l'un des problèmes qui était là. Et c'est le fait qu'il n'y avait pas la grande cohésion au niveau donc, des organisations, il n'y avait pas la grande cohésion et la grande confiance avec les cotonniers. Mais je pense que depuis l'atelier et l'ensemble des annonces qui ont été faites, la sérénité est en train de revenir et c'est la base. La baisse du prix des intrants et la qualité des semences sont en haut des préoccupations soulevées par les cotonculteurs au cours des échanges. À ces préoccupations, le président du comité de haut niveau, le ministre Harouna Kaboré, fait des propositions aux producteurs. Le prix d'achat du coton va passer de 250 francs à 265 francs pour la campagne cotonnière 2019-2020. Cette campagne, nous allons démarrer à 265. Donc il y a une 15 francs donc, de variation donc, au niveau donc, du prix. C'est le fait que nous avons décidé d'accompagner le prix d'achat, ce qui a fait qu'il y a eu donc, des réductions du prix donc, de 50 kg donc, de coton, et celui aussi de l'urée, et bien entendu une amélioration donc, au niveau donc, de l'accessibilité pour les insecticides. Nous avons pris la décision qu'il y ait un traitement systématique donc, des semences avant de remettre aux producteurs pour que leur responsabilité soit totalement dégagée. On sache très bien que le programme coton, les services de recherche en tout cas mettent à la disposition des bonnes semences. Et il y a le fait que nous avons décidé, à travers des protocoles avec les structures, donc la recherche, le binasol et tout le reste, qu'il soit au début du processus jusqu'à la fin. Des mesures qui sont les bienvenues pour les producteurs de coton de Bobo-Dioulasso. Des producteurs qui espèrent l'effectivité de ces promesses afin de relever le défi de la relance de la production du coton au Burkina Faso. Nous exhortons à ce que vraiment ils prennent en compte les préoccupations du monde paysan, surtout les cotonculteurs. Puisque la culture du coton, ce n'est pas chose facile. Je pense qu'il faut qu'on travaille bien pour que nous puissions avoir les revenus de notre souffrance. Depuis plusieurs années, le pays des hommes intègres a perdu sa place de premier producteur africain de coton. De 800 000 tonnes il y a quelques années, le pays a produit à peine 600 000 tonnes la saison dernière. Le gouvernement compte mettre en place tous les moyens nécessaires afin que le Burkina Faso puisse réoccuper sa position, celle de premier producteur africain de coton. Pour y arriver, le comité de haut niveau pour la relance de la production de coton peut compter sur les bénédictions du chef de canton de Bobo Mandara, Sa Majesté Sidiki Sano, à qui le comité a rendu une visite avant le début des échanges avec les cotonculteurs de Bobo.
À présent, ce chiffre, seulement 3% de la population burkinabé ont accès à l'électricité. Le président du Faso, à travers le PNDS, le Plan national de développement économique et social, s'est engagé à renverser la donne. Doucement, l'engagement se met en œuvre. 21 localités des régions de la Boucle du Mouhoun, du centre-ouest et des Hauts-Bassins ont été connectées au réseau de la Sonabel ce week-end. Arsène Konitamde. C'est à Nariou, dans la commune de Sabou, région du centre-ouest, que débute le périple pour le ministre de l'Énergie et sa délégation. Ce 10 mai, ce sont en tout 8 villages qui vont faire leur entrée dans le cercle très restreint des villages ayant accès à l'électricité. La mise en service de l'électricité dans ces 8 localités devrait permettre de faire démarrer le train du développement. En contrepartie, les populations devront respecter leur part du contrat. Aujourd'hui, l'électricité, c'est un bien commun, si on peut le dire, parce que sans électricité, il n'y a pas d'éducation, la santé, l'agriculture. Et donc, je demandais donc à ce que, en tout cas, nos parents puissent en tout cas payer normalement donc leurs factures, parce que ça va permettre aussi d'électrifier d'autres villages. Mais je suis sûr et certain que ça va se passer. Quand on n'avait pas le courant, ça n'allait pas. Et avec le courant, on est sur la phase de développement. Voilà, beaucoup d'entreprises seront ouvertes. Le commerce aussi, ça va développer d'une part. L'agence burkinabé d'électrification rurale est la cheville ouvrière de la mise en œuvre du programme présidentiel en matière d'électrification rurale. Passer de 3 à 19% le taux de personnes ayant accès à l'électricité en milieu rural, c'est la mission qui lui a été confiée. Et il est très important de souligner quand même qu'au-delà du financement étranger que nous avons, des partenaires techniques et financiers, il y a beaucoup de contributions des Burkinabés à travers la taxe de l'électrification. Et comme vous le savez, chaque kilowattheure consommé, 2 francs sont prélevés pour financer l'électrification rurale. C'est dans ce sens donc que nous travaillons ardemment pour amener l'électricité dans toutes les localités de Burkina. La commune de Solenzo, dans la région de la Boucle du Mouhoun, est l'autre étape du déplacement du ministre. Ici, une incompréhension entre les gestionnaires de la coopérative d'électricité et la population a conduit à des tensions. Depuis lors, plus aucune facture n'a été réglée depuis près de 3 ans. La venue du ministre permet de remettre le train sur les rails. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il faut qu'on puisse apporter des investissements pour permettre à ceux qui veulent être raccordés au réseau de pouvoir donc le faire. Aujourd'hui, je peux dire que la Sonabel a pu dégager donc de l'investissement pour pouvoir remettre un peu le réseau à jour et maintenant pouvoir aller vers de nouveaux branchements. On a acquis des compteurs à ce niveau-là. Makonye Dougou, commune de Koumbia, province du Tuy, ce 12 mai, dernière étape de la tournée. 13 localités ont eu accès à l'électricité au grand bonheur des élus locaux. Et depuis que j'ai été informé par les plus hautes autorités que de façon officielle, on allait mettre cette énergie à la disposition de mes populations, j'étais vraiment pressé de voir ce jour-là arriver. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Je suis vraiment content. Et en tant que premier responsable, parce que sans énergie, il est difficile que l'économie décolle. Au total, 21 villages ont été concernés par cette opération d'électrification pour un coût global d'environ 130 millions de francs CFA. À terme, ce sont près de 400 villages qui vont être concernés par cette initiative d'ici à la fin 2020. Ces opérations sont en partie financées par la Banque mondiale à travers le PASEL, le projet d'appui au secteur de l'électricité au Burkina. Voilà, l'ambition est donc bien affichée, accroître considérablement le taux d'accès à l'électricité en milieu rural, ce taux qui est actuellement de 3%. Nous sommes lundi, les échos de l'écho. On se souvient, en septembre 2018, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat donnait un délai de 3 mois aux détenteurs de parcelles dans la zone ZACA, la zone d'activité commerciale et administrative, pour aménager leurs parcelles au risque de se les voir retirer. La principale motivation était d'en finir avec le décor de dépotoir que présentait la zone. Un ultimatum qui a permis au ministère de faire du deux pierres un coup, puisque derrière, il y a de l'argent à prendre, des restes à recouvrer estimés à 2 milliards de francs CFA. C'est le sujet de la chronique écho de ce lundi que nous propose Rémi Lambert-Nebi. Depuis septembre 2018, la zone d'activité commerciale et administrative ZACA est de nouveau en chantier.
Le ministère en charge de l'urbanisme aurait réussi le grand coup de relancer ce projet destiné à donner un éclat au cœur de la capitale burkinabé. Mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg de l'action engagée par ce département ministériel. Il y a de gros restes à recouvrir dans cet ambitieux projet. En 2013, sur 36 milliards de francs CFA attendus, plus de 34 milliards étaient déjà dans les caisses de l'État. Environ 2 milliards de francs CFA végétaient toujours dans les mains des souscripteurs et l'ultimatum lancé par le ministre Bonani aura déjà permis de renflouer les caisses de l'État à hauteur de 89 millions de francs CFA. Ça va dans le budget de l'État, ça fait des recettes pour l'État. Mais sinon, peut-être que dans le fait de retirer et de revendre, là peut-être l'État peut avoir peut-être de l'argent. Des recettes, mais on en est très loin. Pour le moment, je pense qu'on en est très loin. 1,7 milliard de francs CFA sont toujours estimés comme reste à recouvrer. Mais le caractère économique du projet Zaka va au-delà de ses recettes directes. Le projet Zaka a été conçu pour être un pôle d'investissement dont le volume économique est estimé entre 300 et 500 milliards de francs CFA. L'objectif des Zaka, c'était quoi? C'était un peu de créer le nouveau cœur de Ouaga à travers cet aménagement urbain très moderne, parce que l'embryon de la révolution, c'était Kwame Nkrumah. Je pense que Zaka devait venir parachever cela. Ça devait donner un centre-ville très agréable et pour les affaires, le commerce, et puis il y a les centres administratifs. Vous voyez, le gouvernement a déjà construit les hôtels administratifs. Donc il y a un certain nombre d'investissements qui devaient permettre d'avoir un cœur administratif et commercial au niveau de Ouagadougou. Mais malheureusement, ça tarde. Je crois que c'est pour cela que le ministère a tapé un peu du poing sur la table pour voir si on peut accélérer tout cela pour que effectivement ce qui était prévu soit effectivement réalisé. Pour la viabilisation de la Zaka, l'État burkinabé a injecté environ 53 milliards de francs CFA au titre des indemnisations, de la construction des voiries et autres aménagements. Un investissement dont les fruits sont toujours attendus. Voilà. C'est la plus importante organisation de clubs philanthropiques au monde. Le Lions Club continue de retrousser ses manches pour agir au Burkina Faso. Un nouveau club est né pour perpétuer l'idéal de l'organisation. Lions Club Ouaga Oasis a reçu sa charte ce week-end. Didier Daourou, Roméo Kuita. Après son tout premier congrès tenu du 11 au 13 avril 2019, le district Castan 3 A3 du Lions Club International de Ouagadougou a procédé à la remise de la charte du nouveau club dénommé Lions Club Ouagadougou Oasis. Un club composé de banquiers, de financiers et d'assureurs. Comme les autres et fidèles à sa devise, ils auront pour tâche de se mettre au service de leurs prochains. Je crois que le lionisme est une voie pour que malgré tout ce que vous avez, vos occupations, que vous puissiez vous arrêter à un moment donné en disant quand même, est-ce qu'on peut aider les autres? Comment? Et je pense que le lionisme permet que des gens d'horizons différents venant d'un peu partout puissent se retrouver autour d'un idéal commun, qui est l'amitié sans calcul, sans rétribution, pour faire quelque chose pour les autres. Avec pour thème de mandat construire une amitié solide pour mieux servir les plus démunis, le club s'engage à rester uni afin de relever les défis de la pauvreté. Ils sont engagés, enthousiastes et prêts à construire sans doute l'avenir du lionisme au Burkina en assurant la relève de nos illustres dévanciers. Outre la charte, les membres du club ont reçu des mains de Rimon Adjar, gouverneur du district Castan 3 A3, des insignes qui marquent leur appartenance officielle au club. Au nombre de 30, ils font partie désormais de cette organisation qui se positionne comme une structure humaniste des temps modernes. Merci de nous suivre sur BF1. C'est la fin de cette édition. À 20h15, le journal à langue nationale Moré avec Eric Soudré. Et puis à 21h, toute l'actualité sportive, les dernières nouvelles du Faso Foot. Une fin de championnat très serrée. Bessogré, John William Somda et Madi Zongo vous donnent rendez-vous donc à 21h. Agréable soirée sur notre chaîne. Bonsoir.